Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch qui résume et analyse les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est Backlash. Et pour analyser ce pay-per-view spécial SmackDown, évidemment, je suis accompagné de l'expert bleu, Giscal. Salut Giscalou. Salut Garem, salut tout le monde. Et nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous avons un invité, il est là toujours aussi incognito, c'est Ringside. Salut Ringside. Salut. Voilà, un homme on de... sait pas si c'est vraiment Ringside. Un homme de peu de mots. Un homme de peu de mots, évidemment, en espérant qu'il soit un peu plus bavard pour l'analyse qui va suivre. Possible. Au menu de ce Backlash, Shinsuke Nakamura qui envoie Dolph Ziggler sur la lune, Tyler Breeze est infiltré, Sami Zayn bouffe du baron, les filles font du cosplay, AJ Styles prend son pied, et enfin Jinder Mahal louche sur la ceinture de Randy Orton. Juste en pré-show, Ty Dillinger a battu Aiden English et Luke Harper a battu Eric Rowan. J'ai triché un petit peu, ce match-là n'était pas en pré-show, mais il aurait dû y être. On attaque le plat du jour. Ziggler versus Nakamura en opener. C'était l'affiche de ce pay-per-view. On en a suffisamment parlé lors des différents suppléments de SmackDown. On y est, le grand moment est là. Dolph Ziggler en pantalon d'astronaute américain qui admire comme nous l'entrée électrique de Shinsuke Nakamura qui lui est tout de rouge vêtu. On démarre dans un mélange de provocation et de torturage de doigts. Dolph Ziggler a visiblement regardé le takeover de la veille. Mais Dolph Ziggler ne supporte pas les provocations de Shinsuke Nakamura. Il prend le contrôle du corps du japonais en l'étranglant au sol pendant de longues minutes. On est dans du catch technique, du catch de maîtrise de la lutte avant de high-kicker le nez du japonais. Pas question de laisser Shinsuke Nakamura le prendre de vitesse. Il dit qu'il ne connaît pas trop Shinsuke Nakamura, mais je pense qu'il ment. Il a regardé des vidéos. Il entame un travail de sape. Mais Shinsuke enclenche enfin la seconde, faisant déguster des genoux au blondinet. Seuls les cordes sauvent l'ancien champion intercontinental qui plante son adversaire d'un majestueux DDT aérien. Tentative de tomber avec le Famous Sir. On chauffe le super kick, pardon. Il fonce sur Shinsuke, mais il est contré. Il a quand même le temps de placer son zigzag, mais simplement deux, ça ne passe pas. Il décapite dans la foulée d'une semelle dans la nuque le japonais. La provocation continue avec un gros crachat dans la tronche. Ça se chamaille gentiment au sol. Des chamailleries qui s'achèvent finalement par un Kinshasa après une petite séquence à l'extérieur du ring. Un Kinshasa létal. Victoire de Shinsuke Nakamura. Vous aurez peut-être remarqué qu'on a beaucoup parlé de Dolph Ziggler dans ce résumé. Peut-être c'est quelque chose qu'on va pouvoir reprocher à ce match. Écoute, on va commencer par Ringside, notre invité. Tiens, de prestige. Qu'as-tu pensé de cet opener ? Est-ce que les deux ont délivré, en particulier Nakamura ? Alors, on ne t'entend pas, Ringside. Tu es là non seulement incognito visuellement, mais aussi audio. Allez, appuie sur le bouton. On ne m'entend pas. Voilà, pardon. Voilà, c'est mieux. Un homme de peu de mots, nous vous l'avions annoncé en introduction. C'est ça. L'amateurisme est de retour. Donc, j'ai pas du tout aimé. Tout ça pour dire que j'ai pas du tout aimé cet opener. C'est assez. On avait dit qu'il fallait pas qu'ils se plantent avec Nakamura à son arrivée. Ils se sont plantés à mon avis. Encore une fois, on a un Nakamura qui fait rien du tout entre les cordes. À chaque fois qu'il tente un truc, il se fait contrer. Il a rien placé à part deux coups de pied et puis son Kinshasa. Il a peut-être fait une descente du genou à un moment donné du haut de la troisième corde, mais on voit pas du tout où est le roi du strong style.
Effectivement, on a un artiste peintre, là, visiblement, entre les cordes. C'est Ziggler qui a tout fait, mais bon, on n'était pas là pour voir une mise en avant de Ziggler. Donc voilà, je pense qu'encore 2-3 matchs comme ça, et puis la foule on aura définitivement assez, je pense, de Nakamura. Je pense qu'un seul match encore comme ça, et puis c'est réglé. C'est le même booking de merde qu'on avait à NXT. Avec un Nakamura qui est à mes yeux booké comme John Cena, c'est-à-dire qu'il fait des John Cena de la pire époque, hein, c'est-à-dire qu'il fait rien pendant tout le match et puis il place ses 5 moves of Doom à la fin. Sauf que Nakamura, il en a que 2 des moves of Doom, donc c'est encore moins parlant. Et voilà, je suis très très déçu. Je suis un gros fan de Nakamura, mais là, depuis, je pense que son dernier match, ça doit être contre Finn Balor il y a 1 an à peu près. C'est vraiment, pour moi, c'est complètement loupé. Bon, alors c'est lâché. On a invoqué John Cena dans l'analyse. Du coup, qui dit John Cena dit Giscal. Giscal, qu'est-ce que tu en as pensé ? Déjà, je sais pas, j'ai jamais connu de mauvaise époque de John Cena, donc je saurais pas trop me prononcer. Bon, voilà, déjà ça c'est réglé. Bon, voilà, après, non, je pense que, je rejoins l'analyse moins virulente, mais je rejoins quand même l'analyse de Ringside pour dire que, moi en fait, j'en veux plus aux bookers, aux road agents qui ont travaillé sur ce match. Alors, je sais pas trop ce qu'ils faisaient à NXT, mais en effet, il y avait trop de Ziggler dans ce match, pas assez de Nakamura. J'ai pas eu le sentiment que l'un des deux jouait avec le frein à main, comme on peut parfois le reprocher à Ziggler, à Orton ou des mecs comme ça. C'était plutôt intense dans la dramaturgie. Les deux étaient plutôt impliqués. Il y avait, j'aimais bien l'histoire entre les deux. Vraiment, t'avais Ziggler. On a l'impression que il était presque insulté d'être dans le ring avec Nakamura pendant tout le match. Il essayait d'asseoir sa domination. Il lui crache au visage et tout. Enfin, je trouvais que dans la montée en intensité, c'était pas mal. Mais par contre, dans le booking, dans la construction du match, ouais, il y avait trop de Ziggler et Nakamura. En fait, au final, tu ressors du match. Et tu te dis, ok, il a survécu à tout l'arsenal de Ziggler. Soit, Ziggler, ça reste un loser quand même. Enfin, ça reste un jobber. Il a failli se faire coucher. Il a mis 16 minutes avant de le tuer en se faisant ratatiner pendant quasiment tout le match par Ziggler. C'est pas comme ça que je bookerais une superstar, personnellement. Alors que c'est l'impression qu'on essaye de nous donner depuis 4 semaines. C'est que Nakamura, c'est la méga star absolue. Il a même pas besoin d'être dans l'émission. Sa simple entrée fait frissonner la foule. Bon, tu ressors du match, tu te dis ouais, est-ce que ça vaut la hype ? Mais pas à cause du catcheur, à cause, je trouve, d'une construction de match un peu inadaptée. Voilà. Ouais, effectivement, ça c'est toujours la question, à savoir quelle est la part des catcheurs dans la construction du match. En fait, le problème c'est qu'on nous a teasé, toute la rivalité était tournée autour de Ziggler qui, on va dire, était de mauvaise foi en se demandant mais qui est Nakamura, qu'est-ce qu'il a fait, quels sont ses hauts faits, et normalement on aurait dû avoir la réponse lors de ce Backlash. Tout était basé là-dessus, il était à l'affiche de Backlash, Nakamura, c'est lui qui était sur les posters. Comme tu l'as dit, Giscal, comme tu l'as rappelé, il n'y avait pas besoin qu'il nous montre, il n'était pas digne des weekly, ou les weekly n'étaient pas dignes de Nakamura plutôt. Il fallait que ça se passe au pay-per-view, et cette réponse on ne l'a pas eu. On est à la fin du match, et sauf si on a suivi Nakamura et NXT, etc. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui regarde SmackDown, il se dit mais il a pas, je sais qui est Nakamura, je ne sais toujours pas qui est ce type et pourquoi il est. Non, je suis d'accord. C'est une star parce qu'il a une aura, parce qu'il a un super theme song. Mais c'est pas une star parce qu'il est flamboyant dans le ring. Et donc c'est vrai que la réponse à la question n'était pas la bonne en fait. Non. Et puis la seule innovation du match au final, tu t'attendrais à ce que ce soit Nakamura qui t'ébahisse un peu, et la seule innovation du match au final, ça a été Ziggler qui l'a sorti avec son super kick dans la nuque qui était assez violent et qui aurait pu valoir. C'était un bon near fall ça pour le coup, parce que c'était tellement inattendu que j'ai presque cru qu'ils allaient le terminer là-dessus, mais bon. Et tu vois, et même le shocking moment, le moveset un peu inattendu, c'est venu de Dolph Ziggler, ce qui est pas normal. Non. Toute l'emphase était mise sur Dolph Ziggler, effectivement.
Donc c'est dommage, hein, et, je pense qu'effectivement ils viennent de griller une grosse cartouche là pour Nakamura. Il faut pas recommencer, hein. Il faut vraiment que là ils sortent de cette période voilà qui. Ouais, moi je pense que c'est mort, hein. Je pense qu'ils le feront jamais catcher comme il faut et pour différentes raisons. Ouais. Et que, le problème, c'est qu'ils ont commencé effectivement à NXT. En fait, ça date de sa fin de règne, enfin de son fin de run plutôt à NXT, où il a commencé à se remettre en première vitesse. Et là, il n'a pas enclenché la seconde. Bon. Parce que t'as quand même un an de traitement avant pour arriver à ça, c'est zéro. Non, effectivement, là, carton jaune, voire rouge pour Nakamura, / les bookers, / ce que vous voulez. Bon, on va se détendre avec la division tag team, puisque ce soir, Breezango affrontait les Usos dans un match à enjeu avec le titre à la clé. On a droit à une petite rediff du dernier épisode des Fashion Files. Puis Fandango qui arrive sous le Titantron, il est escorté d'un homme de ménage. Et oui, Tyler Breeze est donc toujours officiellement en infiltration, il est toujours undercover. Il passe la serpillière sur la rampe. Un vrai Denis Brasco, hein, le mec qui est infiltré jusqu'au bout. La bonne ambiance est interrompue par l'entrée paranoïaque des frangins Usos. Fandango, pour l'entrée en matière, il distribue quelques envolées, quelques kicks avant de taguer enfin l'homme de ménage sous une énorme pop. L'homme de ménage qui nous fait une sorte de danse de l'homme ivre finalement, puisqu'il fait mine de ne pas trop savoir ce qu'il est en train de faire. C'est pour mieux délivrer son arsenal derrière. Il fait notamment trébucher innocemment son adversaire, mais la serpillière finit à la casse. Le public est en deuil. On avait là une Francesca finalement, de la Francesca de quasiment, SmackDown, qui aura connu une vie courte mais intense. L'homme ivre continue ses pitreries au sol, ce qui agace Jay ou Jimmy. Fandango prend alors le relais, il place un déhanché et un tombé de la jambe sur son adversaire, puis c'est une vieille dame qui apparaît, on l'a pas trop vu venir celle-là, qui fait le tag et prend à nouveau par surprise les frangins Usos. Il déroule son catch de grand-mère, évidemment c'est Tyler Breeze qui est grimé comme une vieille dame. La robe justement de la vieille dame qui finit dans la tête à JBL, on aura même droit à un replay et les commentateurs ça aura fait leur beurre pour tout le match. Dans tout ce festival de pitrerie, les Usos tentent de reprendre les affaires au sérieux, c'est pas facile, mais Breezango fait un bon travail d'équipe, ils enchaînent. Puis les Samoans trouvent enfin le chemin à la faveur d'un bon team working. Jay frappe par erreur Jimmy alors que Tyler Breeze en profite pour placer une sorte de kill switch. J'ai un petit hommage à Christian là. Pour le compte de 2, avant de finir par-dessus la barricade, Fandango vient à la rescousse dans un plongeon par-dessus la 3e corde, mais se fait sécher quelques secondes plus tard définitivement. Les Usos font le tomber. 1, 2, 3. On y est, voilà. Les Usos conservent, mais on a assisté là peut-être à l'éclosion d'un nouveau chouchou du public. Giscal, qu'as-tu pensé de nos amis de la Fashion Police ? J'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. C'était ce à quoi je m'attendais plus ou moins, avec peut-être une tout petit déséquilibre un peu trop fort sur la comédie au début. Allez, ça méritait peut-être 2 minutes de moins sur la comédie pour que vraiment on ait un match un peu plus équilibré, un peu plus solide. Mais c'est ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé Tyler Breeze excellent. Vraiment, j'avais pas autant ri dans un match, je pense depuis des mecs type Santino Marella et tout. Enfin, vraiment, je trouve qu'il a été très très bon dans ce comedy wrestling. Le public d'ailleurs, il a accroché, il a emmené le public avec lui. Il y a eu des Let's Go Grandma, le public qui était à fond quand le balai a été cassé en 2, ce qui prouve que ça fonctionnait. Donc le public a été bonne patte quand même. Donc j'ai trouvé ce match sympa, différent, rafraîchissant un peu de ce qu'on peut voir habituellement. Ils ont bien tranché
dans le match, c'est finalement grâce à la ficelle vestimentaire, hein, à partir du moment où ils sont passés, où Tyler Breeze est revenu avec son pantalon classique, du coup on est passé sur un match, on a compris qu'on était passé sur un match plus sérieux, un vrai match de catch, donc il y avait une vraie démarcation. Je trouvais que la démarcation arrivait tout petit peu trop tard dans le match. Et puis, écoute, après, à part ça, le résultat est logique. On savait que, Breezango était là pour, écoute, pour asseoir peut-être un petit peu son nouveau positionnement vis-à-vis du public, montrer ce qu'il savait faire dans le ring. Les Usos n'allaient pas perdre la ceinture aussi facilement, c'était sûr. Donc, j'ai passé un bon petit moment, le public aussi, apparemment. Allez, un petit commentaire, peut-être, je pense que. Peut-être que le match pêche parce qu'il arrive, à mon avis, dans la construction du show, il s'attendait peut-être à ce que l'opener soit beaucoup plus solide. Et en fait, l'opener un peu mou du genou plus ça fait qu'au final, on pourrait reprocher au début d'émission, au début de pay-per-view, d'être trop mou, d'être trop léger. Mais je pense que on va continuer à accabler Nakamura. La faute en revient plus à l'opener parce que je pense que le match serait peut-être encore mieux passé après derrière, mais bon voilà. Moi, les mecs qui se déguisent, c'est pas trop mon truc. Non, j'ai beaucoup ri. Franchement, c'était vraiment très bien ce match tag team. Tyler Breeze, chapeau, hein, c'était excellent là, son déguisement d'homme de ménage, là, son passage où il roule par terre pour esquiver les splashs des Usos, ça m'a fait rigoler. Le coup de la grand-mère, c'était un petit peu peu too much peut-être, mais j'ai bien rigolé aussi quand l'autre lui met un coup dans la béquille. Et évidemment, il tombe pas vu que c'est pas une grand-mère. Les coups de Tyler Breeze sont bien placés. Fandango, pour une fois, il a déroulé, on voit qu'il est solide aussi finalement dans le ring. Et les Usos, alors moi j'avais parié contre les Usos. Mais quand ils ont débarqué dans l'arena, j'ai vite compris qu'ils ne perdraient pas le match, hein, parce que ils ont pris un putain de charisme, hein, moi je trouve là depuis leur passage là, et ça s'est vu là sur ce pay-per-view, rien qu'à leur arrivée, là ils n'étaient pas là pour rigoler. Voilà, dans l'absolu, tout ça, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Et j'ai l'impression moi, que ça avait plutôt bien fonctionné au niveau du public. Maintenant, oui, ça a bien fonctionné. Ouais. Je suis pas on est d'accord. Voilà, donc pour moi, c'est le meilleur match de la soirée en vérité. Hein. C'est le seul passage où j'ai passé un bon moment. Eh bien, voilà qui en dit beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. Franchement, là, ça fait plaisir et surtout, ils ont vraiment eu le temps de dérouler leur catch. Hein, les deux zigotos là, Tyler Breeze et Breezango et Fandango. Donc, c'était pas juste du comedy wrestling sans catch à l'intérieur. Donc, c'était vraiment bien. Et du coup, pourquoi pas continuer à les suivre, même si c'est en dehors de la title picture. Ça aura le mérite de vraiment leur donner toute l'attention qu'ils méritent, parce que c'est des gars qui bossent et qui bossent bien. Alors, l'attention qu'ils méritent, je ne sais pas s'ils l'ont eu, mais en tout cas, ils avaient un match. C'est Sami Zayn et le Baron qui s'affrontaient ce soir. Le Baron qui a malmené le Rouquin les semaines qui ont précédé le pay-per-view. Baron et Sami Zayn, hein, qui également se tordent les doigts et les bras. C'est la nouvelle façon de matcher, c'est la mode. Le Baron qui est, je cite, hein, le Steve Jobs du catch, visiblement, d'après les commentateurs. Il accomplit de grandes choses, mais il n'est jamais content. Voilà. Ça doit être JBL, ça, non? Oh oui, probablement. Donc, Sami Zayn, hein, qui balance Steve Jobs hors du ring. Il prend de vitesse... le Rouquin, qui prend de vitesse le Baron malgré les douleurs dorsales. Et oui, il a mal au dos, Sami Zayn. Il va au-delà de la douleur. Il place notamment un moonsault depuis la barricade. Mais c'est difficile, c'est compliqué. Le loup solitaire a repéré la faille. Et après quelques minutes, place un gros câlin de l'ours. Hein. Et comme ce n'est pas suffisant, un bon spinebuster s'ensuit. Il le place une deuxième fois dans un câlin de l'ours. Le Baron savoure ce moment de pur délice. Sami Zayn va leur bouffer du Baron jusqu'à plus soif, notamment un énorme deep six, Et
mais l'improbable se produit, puisque puisant dans sa rage, au-delà de la douleur lombaire, Sami Zayn colle 2 finishers sur le Baron, ces 2 gros kicks. Le Baron qui s'écroule, pris par surprise, il ne se relèvera pas. Sami Zayn remporte le match. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match? Je ne sais plus qui a pris la parole en dernier précédemment. C'était Ringside, alors qu'as-tu pensé de ce match? C'était du niveau d'un weekly, mais un event de weekly peut-être au mieux. Apparemment, il a pas sorti le grand jeu. Sami Zayn, il a fait du Sami Zayn classique. J'étais pas dans la rivalité. Ça m'a pas touché plus que ça. Le finish, j'étais quasiment certain que ça se finirait comme ça. C'est vraiment bof quoi. Il y a rien de transcendant et rien qui mérite d'être en pay-per-view dans toute cette histoire, et je comprends pas qu'est-ce qu'ils font avec le Baron. C'était pas la peine de le monter comme ça pour le faire stagner maintenant à ce niveau. Et puis le pauvre Sami Zayn, il est toujours prisonnier de la mid-card. Voilà, on parie pas sur les bons chevaux, et là on a un match complètement anecdotique qui sert à rien du tout, quoi. Bon, et toi, Giscal, est-ce que tu as trouvé ce match inutile? Ouais, un peu pareil. Ouais, c'est un peu ça, inutile. C'est-à-dire que j'ai rien à reprocher au match, c'est très propre. Oui, je pense que c'était du niveau d'un bon main event de Weekly, sans plus. Mais comme a dit Ringside, Sami Zayn a fait du Sami Zayn, Baron Corbin a fait du Baron Corbin, donc beaucoup de moves puissants, bien vendus par Sami Zayn. Sami Zayn est super fort pour prendre la hit et le babyface en péril et tout, et puis le comeback final pour l'emporter. Donc ça, ils savent faire. Ils ont récité leur partition, c'était très convenu, pas de surprise. Je me suis jamais pris la tête à 2 mains, j'ai jamais ouvert la bouche. Enfin, c'était assez classique. Bon match, mais bon, très dispensable en pay-per-view, je suis d'accord. Et mon seul regret, c'est qu'au final, je crois que la semaine dernière, dans la vidéo de prono, j'avais dit que Sami Zayn l'emporterait. Et j'ai changé mon pronostic à la dernière minute, un peu pour ce que Ringside a dit dans son analyse, à savoir que c'est vrai que c'est un peu dommage de faire monter le baron tant que ça pendant des semaines, si c'est pour le coincer avec une défaite contre Sami Zayn. Et c'est un peu ce qui m'a fait changer d'avis dimanche dans mon pronostic. Bon, raté. Donc, j'ai perdu un peu. Voilà, bien fait pour moi. Il perd souvent, c'est toujours la première impression qui est bonne. Il perd souvent ses premiers matchs, Baron, ouais, c'est vrai, dans ses rivalités. Il devrait écraser. Tu devrais dû mettre ça dans ton carnet de notes de pronostics. C'est ça. Écoutez, donc je ne suis pas parfait là-dessus. Rien à rajouter en ce qui me concerne, effectivement. Je trouve que Sami Zayn, ils l'ont quand même booké un peu trop fort, ok. Il a eu par surprise, il a mis toute sa rage sur la fin du match, mais il y a un moment que tu morfles comme il a morflé, et que en face t'as quand même un Golgoth. Bon, c'est un peu dommage, un peu contre-productif ces matchs-là. On verra ce qui s'ensuit. Voilà, mais il faut qu'il continue la rivalité et que le Baron reprenne le dessus. Et puis peut-être que ça sauvera la mise. Bon, on enchaîne avec les matchs qui sont inutiles, peut-être. Puisque ouais, je pense que celui-ci, ça va aller vite. Les filles se sont mis sur la tronche ce soir. James Ellsworth, donc, qui nous souhaite la bienvenue et introduit Carmella. Tamina a piqué la tenue de Nia Jax dans les vestiaires. Hein. Natalia, elle entre, tout simplement. Becky Lynch fait du cosplay de World of Warcraft, là où le jeu, la Horizon Zero Dawn, tête de troll. Voilà, elle est rejointe par Naomi, la championne, et Charlotte, la queen. Les filles qui s'échangent les premières hostilités jusqu'à ce que les heels m'isolent Charlotte. Après, on a un match totalement anecdotique. À la fin, Becky Lynch invoque le feu sacré face à Natalia et elle touche. Mais les nombreuses interventions de Tamina sabotent son travail. Becky Lynch est isolée. Les 2 autres, ses copines, sont hors du ring. Elles ont été mises sur la touche. Pire, elles se retrouvent piégées dans le sharpshooter. Et elle finit par taper. Becky Lynch abandonne sur la prise de soumission de la Canadienne. Victoire des heels.
Voilà, il y a un peu d'eau dans le gaz probablement chez les Face. Giscal, qu'as-tu pensé de ce match? Ouais, bon, c'était pas bon. On va pas y passer 107 ans. C'était chiant. Je pense que c'est le match que j'ai passé le plus rapidement. Bon, c'est raté. Voilà, c'est raté. J'avais bon espoir. Je leur laissais le bénéfice du doute aux filles parce que un petit 3v3 en mode guerre de gang et tout, je trouvais que ça pouvait être un peu original. Sauf que au final, en fait, les méchantes, enfin, c'est plus le booking en fait du match que je comprends pas, parce que ça n'a aucun intérêt, ça fait pas avancer grand-chose. Les méchantes gagnent, mais voilà, parce que manifestement elles sont plus intelligentes, elles sont plus structurées en équipe que les gentils. Sauf que les gentils n'ont montré aucun signe de dissonance, ce qui aurait pu être une ficelle de booking justement, hein, parce qu'on sait que Charlotte et Naomi s'apprécient pas trop parce que Charlotte veut récupérer sa ceinture. On a eu rien de tout ça pendant le match. C'était juste les méchantes en fait qui ont fait des interventions. Becky Lynch qui perd sur soumission. Je suis pas persuadé que ce soit le meilleur finish qu'ils aient pu prendre. Ouais, parce que si Natalia qui gagne, alors est-ce que c'est elle la prochaine challenger? Mais bon, elle a pas fait le tomber sur. On aurait pu imaginer un tomber sur Naomi plutôt. Enfin bref, j'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient faire avec ce match, quel était le but. Et puis en plus, c'était pas très très divertissant. Donc voilà. Spoiler, la réponse est rien. Ouais, probablement. Combler du temps d'antenne, oui. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Ça n'avait aucun sens, aucun intérêt. Faire catcher Carmella aussi longtemps, alors qu'il y a Charlotte qui est là, Naomi et compagnie. C'est quand même bien idiot, mais c'est à SmackDown, on parie pas sur les bonnes personnes. Et puis un finish où on fait taper Becky Lynch. Ouais, je sais pas si elle avait besoin de ça. Voilà, elle n'avait pas besoin de ça. Moi, je trouvais ça idiot sur toute la ligne et puis pas intéressant du tout. Donc c'est aussi. Elle fait son pain noir face à Natalia. J'avais déjà une rivalité où voilà. elle avait laissé filer quelques victoires. Ouais, puis ouais. Non, franchement, 0, ça fait pas avancer la rivalité, ça sert à rien, puis le match était pas intéressant, donc 0-0. Bon, quoi. nous allons finir. Je ne m'acharnerai pas sur le cadavre froid de ce match. On va plutôt essayer de réchauffer nos cœurs avec une affiche qui était une de celles qui nous emballait le plus parmi la carte, puisque c'est Kevin Owens, le nouveau visage des États-Unis d'Amérique, qui défendait donc son titre face à AJ Styles, le roi de SmackDown. KO qui veut jouer au petit con, mais il se fait surprendre par AJ Styles, le voilà pris au piège. Les deux se tordent le cou, on se tord les doigts, là on se tord le cou, obligé de fuir, Kevin Owens. Les deux prennent le dessus un tour à tour au début du match. Grosse close line sur AJ Styles et Kevin Owens qui continue les provocations tout en donnant des coups de genoux, DDT, triple senton. Là, il s'acharne un petit peu sur AJ qui finit tout écrasé par terre mais se dégage du tombé. Kevin Owens qui garde AJ Styles au sol, mais quand ce dernier se relève, c'est pas pour faire joli. AJ Styles bombarde son adversaire de coups avant de le plaquer au sol face la première. Backbreaker, mais le moonsault est contré par un super kick, un neckbreaker. AJ Styles se reprend et l'arme le Styles Clash sur le bord du ring. C'est impressionnant, mais c'est contré et puni par un cannonball au final, un incroyable ankle lock bien tordu de la part du Canadien. Seules les cordes sauvent l'ami AJ. Un contre en powerbomb plus tard, AJ Styles retrouve le chemin de la victoire, mais son pied lâche sur la corde alors qu'il était en train d'armer son phénoménal arme. Kevin Owens en profite et le punit. Échange justement de punition quand AJ Styles brise la colonne vertébrale de Kevin Owens d'une souplesse arrière sur le bord du ring. Il est enfin parvenu à placer le Canadien, à l'écraser sur le bord du ring, suivi d'un phénoménal arm. Les deux se retrouvent ensuite à l'extérieur, sur la table des commentateurs suédois. Mais le pied de AJ Styles glisse, il est pris dans les câbles audio, vidéo, RGB, HDMI, tout ce que vous voulez. Kevin Owens en profite, il se jette sur le ring. On arrive au compte de 10, ça tombe. Et oui, victoire de Kevin Owens par décompte à l'extérieur. Le Canadien qui revient en mettre un petit coup derrière la caboche à AJ Styles, histoire de faire bonne mesure.
C'est ainsi donc que se termine ce match. AJ Styles qui aura droit à sa musique quand même quand il est rentré dans les vestiaires. Giscal, qu'as-tu pensé de ce premier match dans la rivalité qui oppose Kevin Owens et AJ Styles? Ah bah, voilà un match qui me donne envie d'en voir plus, contrairement à l'opener de l'émission. Voilà un bon premier match dans une rivalité qui donne vraiment, qui donne vraiment envie de voir la suite, de voir deux mecs se taper dessus et continuer. C'était très très intelligemment catché, j'ai trouvé. J'ai pris beaucoup de plaisir devant ce match. J'ai vraiment été captivé du début à la fin parce que par l'intelligence de Kevin Owens dans son catch, qui est toujours, c'est marrant. Je suis toujours surpris à chaque fois de voir à quel point ce mec qui a un physique complètement improbable est capable d'alterner les pirouettes, le catch au sol, la rapidité. Il a toujours joué pendant le match avec le souci de contrer AJ Styles tout le temps pour l'empêcher de prendre du momentum, de la vitesse. Il n'y avait pas de temps mort, c'était très très agréable à suivre. Il y a eu un selling magnifique pendant tout le match sur la jambe de AJ Styles. J'ai trouvé le spot où il fait mine, du coup il vend son phenomenal forearm en glissant sur la troisième corde. Il le fait vraiment très très bien. Je trouve que le finish est bien vu. J'avais un peu peur. On savait que Kevin Owens allait garder la ceinture. J'avais un petit peu peur de la disqualification. Et je trouve que c'est une façon finalement très intelligente d'avoir donné une victoire assez forte à Kevin Owens quand même. Il avait besoin, je trouve, de remonter un peu au niveau d'AJ Styles qui d'une certaine façon était redescendu un peu dans la carte pour aller chercher cette ceinture US. Bah, finalement, après ce match, j'ai l'impression que les deux se sont mis à niveau l'un de l'autre et on est parti pour peut-être une série vraiment très 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 cool entre les deux hommes. Donc de bout en bout, je donne une très bonne note. Ringside. Ouais, c'est un bon match, excellent match. Les deux meilleurs catcheurs du moment, peut-être, qui s'affrontent, donc forcément, ça fait des étincelles. Par contre, moi, le fait que ce soit pas en main event, que ce soit pas autour du titre WWE, ça me gâche tout. Voilà, je trouve que c'est une perte de temps de les faire se battre les deux là pour la ceinture US, même si ça met un peu le titre en valeur. C'est pas crédible, ça me tue toute la dramaturgie. Du coup, voilà, je trouve que tout est prévisible et que ça sert à rien au final. Donc c'est pour moi c'est un coup d'épée dans l'eau, un beau coup d'épée, hein, bien exécuté, mais ça passe à côté de l'effet. Voilà, tout ça devrait être en main event, ça devrait tourner autour du titre majeur. Voilà, au moins on a ça qui sauve à peu près le show, mais pour moi c'est 20. Le marché canadien est déjà acquis à la cause de la WWE. Ouais. Bah, oui. À mon avis, le marché indien il va avoir du mal à se faire si on leur propose de la merde comme ça. Hein, mais bon. Spoil. Voilà, spoil. C'est sûr que ça pouvait pas être en main event du fait de ce qui se passe après, mais pour moi c'est gâcher des talents, même si ils ont du temps d'antenne, même si on leur a donné 20 minutes. Voilà, une carte quand tu la montes, il y a des choses qui doivent être faites et puis tu proposes pas, tu paries pas sur les personnes sur qui on parie à l'heure actuelle. Ça devrait être les main eventers du show et puis c'est tout. Ouais. Bon, je comprends effectivement si tu l'analyses en mettant, on va dire la façon dont sont situés les catcheurs par rapport à la carte, par rapport aux ceintures, etc. C'est vrai que c'était frustrant. Maintenant, bon voilà, pour débuter une rivalité, puisque visiblement la rivalité va continuer, en tout cas, on l'espère. On espère. Bon, après, c'est quand même, c'était un super match et puis c'est quand même autour d'une ceinture et puis c'est voilà, et puis il faut se contenter de ça pour eux à l'heure actuelle. Visiblement la WWE Stamford a d'autres plans en ce qui concerne le titre suprême. Et ben messieurs, nous y voilà enfin. Est-ce que l'histoire de la Cinderella Story de Jinder Mahal, la prophétie on l'avait dit pendant longtemps, pendant 4 semaines, on l'a dit va se réaliser? Tous les pronostics étaient contre lui, nous allons dire.
Juste avant backstage, on a eu droit à une petite promo de Jinder Mahal face caméra après être arrivé en limousine avec le tapis sous les pieds. Jinder Mahal qui souffre de strabisme, hein, visiblement. Il bouge énormément dès qu'il veut nous regarder droit dans les yeux. Il a un œil qui dit merde à l'autre. Voilà, il nous récite sa promo habituelle d'Indien victime de la société. Le match commence. Orton qui se jette sur Jinder Mahal comme un fou furieux. Il est pressé d'en finir. La cloche n'a pas encore sonné. La blague a assez duré. C'est ce qu'on se dit. L'Indien se fait balancer aux quatre coins du ring. Il retrouve son souffle et la cloche sonne enfin. Jinder parvient à neutraliser la vipère à l'extérieur du ring avant d'enchaîner les clés de bras à l'intérieur. Les clés de bras, j'espère que vous aimez ça parce que vous allez en avoir beaucoup ce soir. Des chants Let's Go Jinder, je crois, résonnent dans l'enceinte avec, je crois, également des chants CM Punk. C'est Chicago, on est smart et on est con jusqu'au bout. Mais c'est bien Jinder qui est renversé par Randy Orton, la locomotive, qui entreprend alors son travail de sape à base de petits coups de semelle, de petits coups de semelle de Randy Orton que vous aimez tant. Bataille de grimaces, Jinder Mahal atterrit sur la table des commentateurs, retour au ring. Jinder attend Randy pour le maîtriser avec des clés de bras évidemment. On s'éclate ce soir. Ça dure comme ça pendant de longues minutes, interminables minutes. Même seul le poteau nous sauve de l'ennui quand l'épaule de Jinder vient s'y empaler. Suplex depuis le turnbuckle suivi d'un power slam, d'un DDT of the rope, from the rope et autres Ortonneries. Séquence vipère. Orton se débarrasse une première fois des Sin Boys. Il place son RKO, mais ils sont toujours là, les sbires de l'affreux Jinder. Alors, il décide de s'en débarrasser une seconde fois dans un festival aérien d'Indiens volants. C'était assez impressionnant. Il y a une tentative de meurtre, quand même. Tentative de meurtre avec l'un des deux qui a fait juste... Assumé, apparemment. Qui a vu sa vie défiler, je pense. Aveuglé par sa folie, Orton ne voit pas Jinder se faufiler par derrière et placer son finisher. 1, 2, 3, Jinder Mahal remporte. Jinder Mahal est votre nouveau champion WWE. Évidemment, c'est la célébration. Profites-en, Jinder, profite. T'es à Chicago, tu as volé le titre. On vole beaucoup de titres quand on est à Chicago. Mais habituellement, voilà, c'est un tout autre calibre de catcheur qui vole la mise. Bon, je sais pas par qui commencer, du coup, qui a le plus envie de dire ce qu'il a sur le cœur. Le premier qui lève la main. J'ai peur du commentaire de Ringside, alors je sais pas, je vais peut-être le laisser. On va le laisser pour plus tard, alors peut-être. Vas-y. Bon, allez, Giscal. Allez, un peu de bien peut-être. Qu'est-ce que tu as trouvé de bien? Écoute, on l'avait dit, je n'osais y croire. Je l'avais dit pendant 4 semaines qu'il avait l'air pas mal avec cette ceinture. Il avait la tronche d'un champion. Moi, je trouve que voilà, ça lui allait bien. J'avais très peur que ça arrive et je suis assez déçu de moi-même puisque je n'ai pas mis mon argent où est ma bouche, comme disent les Anglais, littéralement, puisque j'ai changé mon pronostic et j'ai mis Orton. Je me suis dit, c'est pas possible, ils vont pas faire ça quand même. Eh ben si, ils l'ont fait, c'est incroyable. Alors moi, j'ai pas de souci avec Jinder Mahal champion personnellement. J'ai pas de problème parce que pour moi, ça peut faire tout à fait un bon champion heel de transition, tout comme moi, un champion qui est... je trouve qu'avec ses laquais, il marche bien. Il est impressionnant physiquement, il est détestable au possible, détestable à plusieurs niveaux. Détestable parce que déjà de base il est agressif, il a un discours hargneux, mais aussi parce que les gens plus smart ne considèrent qu'il ne mérite pas, il n'est pas au bon endroit sur la carte. Donc en fait il réunit plein de hits différentes. Donc déjà de base il part avec un bon point, contrairement à par exemple Orton qui ne suscitait aucune réaction. Le côté trio un peu justement à la Orton, moi j'ai bien aimé Orton quand il était à la Legacy avec Cody Rhodes et Ted DiBiase, ou Edge à l'époque où il avait ses Edge Heads,
ou plein d'autres champions par le passé qui sont voilà flanqués avec leurs petits faire-valoir. Seth Rollins avec ces deux chauves là, je sais plus, j'ai oublié leur nom, JNJ Security. Enfin, bref, on pourra en trouver, je pense, des dizaines. Moi, c'est une formule que j'aime bien parce que c'est le champion qu'on aime détester, qu'on déteste de nature parce que voilà, incapable de s'en sortir par lui-même, détestable au possible. Donc ça peut fonctionner le temps que ça fonctionnera. Champion de transition. Écoute, ils ont voulu tenter un coup. Je peux pas leur reprocher de vouloir essayer des choses comme ça. Surtout quand on avait un champion comme Orton qui moi ne m'emballait pas. Bon. Ça c'est sur la partie Jinder Mahal. Après sur le match, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. C'était pas bon, c'était assez chiant, sauf les dernières minutes. Moi j'ai envie de dire que j'ai trouvé que l'overbooking de la fin était pas trop mal fait. Les Singh Brothers sont plutôt bons autour du ring. Je trouvais que leur intervention était toujours bien fichue. J'ai pas eu le sentiment qu'on avait un Capharnaüm illisible. J'ai trouvé que plutôt bien exécuté. Ils ont pris des bons bumps. Ils ont bien évité le tomber sur le RKO sur Jinder Mahal. Donc voilà. Après, les 15 premières minutes étaient ultra chiantes, évidemment. On s'y attendait. Donc bon. Après, voilà, je sais ce que Ringside va dire. Il est en train de bouillir, la Ringside. Oui, c'est sûr. Il en peut plus. Ouais. Je vais essayer d'être assez concis. Je sais ce qu'il va dire, mais on peut pas. C'est dommage de mettre la ceinture sur un mec comme ça parce que quand on a le talent qu'on a parce dans l'auteur... Parce qu'il est nul à chier. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas d'avoir... si c'est dérange bien pas fait, d'avoir un catcheur nul à chier dans le main event. On Non, en a déjà un avec Randy Orton, maintenant on en a deux. Ça donne un côté... En fait, je trouve que j'aime bien parce que ça donne un côté un peu... plus réaliste, plus sportif au catch, comme quoi par moment, tout peut arriver. Enfin... Il y a des moments où, avec la bonne conjoncture, avec les bonnes tricheries, avec les bons trucs, bah ouais, tout peut arriver. Ça fait 4 semaines qu'il a fait son trou, qu'il a été opportuniste. Voilà, moi je trouve que de temps en temps, ça fait du bien de ne pas avoir juste les favoris absolus l'emporter. Je trouvais que le shocking moment était pas mal fait. Bah, mais c'est choqué. Ouais, c'est choqué pour choquer. Il a pas du tout le niveau, ce pauvre Jinder Mahal. Il est mauvais dans le ring, il est ennuyeux. C'est ça le problème, c'est qu'il est ennuyeux. Bon, il a avec lui ces deux acolytes là qui font un petit peu le boulot. Alors tu dis c'est bien fait, mais ils ont quand même failli en tuer un là, hein, donc c'est pas bien fait. Hein. On était à 2 doigts d'avoir un cadavre. Donc là, voilà, il y a pas les bonnes personnes dans le main event. Tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. On va s'ennuyer avec ces mecs là. On va s'ennuyer dans les matchs. Ce pauvre Jinder, il est mauvais en promo. Il est pas bon dans le ring. C'est pas Orton qui va le sauver. Je comprends pas d'ailleurs Orton. Alors Orton, il veut pas se coucher devant Corbin, il veut pas se coucher devant AJ Styles, il veut pas se coucher devant Luke Harper et il perd contre Jinder Mahal. Jinder Mahal, c'est un jobber quand même qui a rien gagné, qui montre rien dans le ring. Il n'avait rien gagné. Ouais, il n'avait rien gagné. Son dernier fait d'armes, c'est d'avoir fait deuxième la Battle Royale là, dans le géant. Je ne serais pas étonné qu'on se retrouve à SummerSlam avec un main event Gronkowski et Jinder Mahal. Hein. Faites gaffe quand même. Hein. Voilà, pour moi tout ça c'est mauvais parce que déjà on s'ennuie. J'ai compté les minutes moi sur ce match-là. Hein. Je regardais la montre, j'ai dit putain il y en a encore pour 5 minutes, c'est pas possible. Tout ça c'est choqué pour choquer et c'est pas bon. C'est pas bon pour le business. Ils ont pas, voilà. Si tu regardes un peu les chiffres, ils ont pas sold out le pay-per-view. Quand ils ont annoncé la carte, était pas belle. Hein. Quand ils ont annoncé la carte, les ventes se sont stoppées. Je vois gros comme une maison une chute des ratings de SmackDown qui était déjà pas très bon. Ils sont en train de détruire tout le boulot qu'ils ont fait pendant un an pour remettre SmackDown à niveau. Pour moi, tout ça c'est très 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 mauvais. Ça, à la limite, voilà, Jinder n'est qu'une illustration parmi d'autres de cette chute des ratings et ce mauvais booking. Hein, oui, est-ce que ça va être l'effet Del Rio quand il avait pris son titre en effet voilà, ils vont peut-être tout faire valdaguer rapidement pour attraper les choses. C'est toujours possible, ils savent toujours comment rebondir. Mais là, on est clairement dans un truc, je veux dire, la rivalité, c'est un truc des années 80-90, raciste,
nullissime. On n'a plus envie de voir ça de nos jours. Quand il sort de la voiture et qu'on lui met un tapis perçant sous les pieds, franchement. Oui, bah si. ça c'est. Ouais, je pense que la WWE ne se sortira jamais de Je ça. pense que Vince McMahon était dans la voiture, c'est lui qui a donné le tapis, il était dans C'est le lui qui a donné le coffre. tapis. Il est était même dans allé le coffre de la l'acheter voiture lui-même. et c'est lui qui a donné le tapis perçant. Et n'oubliez pas les gars, je viens juste d'avoir cette idée. Ouais, Jamais tu mets un jobber comme ça, champion. Vient de faire son retour, il a pas gagné de match depuis 1 an, il a jamais rien montré, et puis il a un physique de bodybuilder complètement pété aux amphétamines et aux anabolisants là, c'est pas un exemple pour les gens, donc non, c'est 0-0 sur toute la ligne, hein. Moi je suis désolé, hein. Bon, après des bodybuildés, il y en a un paquet, et puis visiblement il a un régime de vie assez sain, hein, Ouais, apparemment il travaille beaucoup. Présomption Comme il dit dans les d'innocence. podcasts juste après le match où il vient dire Vince est très content, je lui ai prouvé que j'étais un mec qui travaillait bien, complètement hors de son personnage aussi, histoire de casser encore un peu le kayfabe. Non, c'est 0-0-0-0. Bon, Ouais. et ben moi je dis bien fait. Bien fait là pour tout le monde, bien fait pour les smarts, voilà, qui sont fait troller jusqu'au bout. Oui, là, on s'est fait vraiment Bien troller fait jusqu'au pour bout. Orton, parce que franchement ce mec il fout rien, et bien fait pour sa gueule d'avoir été obligé de se coucher face à Jinder Mahal. Tu disais effectivement il voulait pas se coucher contre d'autres qui l'auraient bien. Enfin, Et tu sais pourquoi il se couche devant lui? Parce qu'il sait qu'il est plus mauvais que lui. bah, Le mec ne fera pas d'ombre. Ah, Je tiens, sais. vas-y, prends Et le alors- spot, tu vas voir, ils vont me rappeler d'ici 2 semaines, j'en ai rien à foutre. Mais peut-être non. aussi, ouais, peut-être aussi. Peut-être aussi, c'est vrai. Et Bien alors, fait, est-ce que du coup. bien fait pour ouais, les vas-y. Indiens pour terminer ma tirade, bien fait pour les Indiens parce que du coup ils ont quand même un champion, leur champion national. Hein. Ils ont l'air ravis. Bien fait Ouais, pour ouais. le compte en banque de Vince McMahon parce que visiblement il mise vachement dessus. Et puis bah bien fait pour Jinder parce que le mec en dehors du scénario, du booking, etc. Au moins voilà le mec enfin, il a bossé dur, il a bouffé du pain noir et bah, il a été au bon endroit. Parce qu'il y avait dans son pain. Il a été au bon endroit au bon moment et il a bossé dur pour arriver là. Alors, je pense que, enfin, je sais pas quel signal s'envoie auprès des autres catcheurs, mais ça prouve aussi que si tu bosses dur et bien et que tu es au bon endroit au bon moment et que Vince t'a à la bonne et qu'il a Oui, des plans c'est ça. comptables pour toi, tu vas te retrouver en main event de Backlash. Mais bon, c'est vrai que le match était une purge, une véritable purge, quoi. Ça, là-dessus. Oui. Ça, moi, c'est le seul défaut. C'est vrai que puis c'est ce qu'ils disent sur le chat du live. C'est vrai que t'as pas l'impression de regarder des matchs pour le titre mondial parce que c'est vrai que c'est un peu triste de se dire, bon, combien de matchs comme ça on va avoir. Mais bon, moi je trouve que en champion, je maintiens, en champion de transition heel, ça peut être sympa parce que du coup, celui qui va aller le détrôner va vraiment tous nous libérer d'un poids, tu vois. Ouais, C'est bien toujours, sûr. c'est toujours un peu comme ça que ça marche avec les mauvais champions Ça aurait heel. Non, marché mais avec Orton aussi, hein. oui, bah On fallait le attendait faire, tout ce qui dégage, hein. fallait le Mais, faire Eh turn, ben alors, mais, dans ce cas-là, il merci était Jinder. face. Bah, merci Jinder. Non mais et du coup maintenant la question qui se pose c'est est-ce que Rousseff ne va pas revenir en face pour nous libérer de la tyrannie de Ah, si Jinder? C'est seulement, possible. si seulement. C'est possible. Pourquoi pas? Non, mais bon, il va probablement pas garder le titre très longtemps quand même. Donc, moi, je serais moins fataliste sur le constat. On ne démolit pas le travail de 2 ans juste Ah, moi, j'ai pas envie de regarder SmackDown, hein. avec un règne. Bah, écoute, voilà, pendant quelques semaines, t'auras pas envie de regarder SmackDown, mais de toute façon, s'il voit que ça ne clique pas, ça ne fonctionne pas avec le public, ça va très vite. Il perd son titre. Il perd Alors, son on peut titre. quand même dire qu'à l'instant T, là, ils font. Ah oui, non. Bah, écoute, je sais pas si. Je vais être d'accord là-dessus. Moi, je suis pas fan non plus, mais j'apprécie, je trouve la tentative. Moi, je trouve que voilà, et puis je trouve que c'est pas mal fait en tout cas comme tentative. Même si je suis d'accord que c'est chiant. Enfin, moi, je me suis fait chier aussi, hein. Mais Bon, messieurs, c'est l'heure de valider vos analyses, votre expertise avec le mot de la fin. Alors, attention, ringside, on a droit qu'à un flop, hein. Je rappelle les règles, un seul flop, hein. Donc, le mot de la fin, votre top, votre flop et votre note. Eh ben, tiens, ringside, justement, quel est ton mot de la fin, s'il te plaît?
Alors, mon flop, je vais le donner à Nakamura quand même, parce que voilà, 1 an passé à NXT pour travailler le personnage, l'acclimater au monde de la WWE, le faire arriver en grande pompe. Il y avait un violoniste qui était venu même quand il était arrivé à SmackDown. Tout ça pour sortir un match pour mettre en valeur Dolph Ziggler. Je trouve ça complètement con. Voilà, donc ça c'est mon flop de la soirée. Mon top, je vais le donner à Breezango, qui a fait un très bon boulot, même avec les Usos, si on va mettre ce match-là en top. C'était le seul moment où j'étais vraiment bien à regarder le show. Et ma note, je vais être très méchant, je vais mettre 1. Il y a 0,5 pour Breezango, 0,5 pour AJ Styles et Kevin Owens. Et le reste, c'est vraiment 0 pointé. C'est toujours un plaisir d'être invité aux analyses pay-per-view de SmackDown. C'était la corvée. Donc la semaine prochaine, ce sera juste Giscal et moi, puis on mettra des cartes. On mettra plein de 4 partout. Non. Très bien, et Giscal, alors vas-y, remonte-nous un petit peu la moyenne du pay-per-view, s'il te plaît. Ah merde, putain, rien ne va plus là, la maison SmackDown prend l'eau. Je vais pas beaucoup la remonter non plus. Non, alors moi, mon flop, je voulais le donner à Nakamura aussi, qui m'a évidemment déçu, mais du coup, l'embarras du choix. Hein. Tu peux le donner à Rowan aussi, on en a pas parlé. Ouais, je peux le donner à Eric Rowan, mais bon, du coup, on en a pas parlé. Donc non, écoute, je vais le donner au mec qui a écrit la fin du match des filles, puisque en plus, il faut que j'arrête de changer mes pronostics en dernière minute, mais bon, bref, c'est pas grave. Non, mais je me disais qu'à la limite, le seul truc qui pourrait justifier une victoire des méchantes, c'est que du coup, voilà, on capitalise un peu sur une dissonance et que Carmella, enfin, en tout cas, que la championne se fasse pin pour pouvoir enchaîner sur une rivalité pour le titre derrière, mais en fait non, ils ont rien accompli avec ce match et en plus c'était mauvais. Donc, et puis ils ont fait catcher les mauvaises personnes trop longtemps. Enfin bref. Donc je vais donner un flop aux filles. Et puis mon top, je pourrais troller et le donner à Jinder Mahal parce que écoute, non mais ça tiendrait dans un sens. Et en quelque sorte, tu as construit un argumentaire pour ça. Hein. Quelque sorte, j'ai trouvé. Ils ont eu les couilles, donc sinon je l'aurais donné à Breezango. Donc je vais donner mon top à Jinder Mahal pour Jinder Mahal. Oui, mais voilà, à 36% près, on est encore dans un pays libre, donc tout va bien. Donc du coup, voilà. Écoute, je salue l'audace et l'exécution. Maintenant, je ne salue pas les semaines qui vont venir. Hein. J'admets tout à fait qu'on va se faire chier, mais écoute, ça m'a fait plaisir sur le moment. On verra. Et puis, par contre, ma note, je vais mettre 2,25. Ça ne méritait pas la moyenne, mais bon, j'ai quand même eu. Dans l'ensemble, j'ai eu des matchs. J'ai pas eu des matchs qui m'ont donné envie de zapper non plus. Kevin Owens et Jay Styles, c'était vraiment excellent. Nakamura, Ziggler, malgré tous les défauts, et Zayn, Corbin, malgré tous les défauts, c'était quand même correct. Il y a eu une belle surprise à la fin. Bon, allez, 2,25, mais c'était pas un bon pay-per-view. Très bien. Et moi, mon top, je vais le donner à Dolph Ziggler et mon flop à Nakamura. Voilà, parce que tout simplement, on en a parlé. Ils ont juste raconté l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. Donc c'est juste complètement con. Et ma note, écoute, c'est la même note que Giscal. J'ai mis également 2,25. Qu'est-ce qu'on se comprend? Voilà, hein, c'est sauvé par ce dont on a parlé, hein, les Breezango et puis la scène US. Voilà, donc j'ai passé un mi-film. Peu de surprise, quoi. Voilà, puis la surprise finale ils sont allés au moins jusqu'au bout et puis j'étais content de voir Orton faire la ceinture. Qu'est-ce que je regrette de pas avoir. Ça fait un mois que je le dis et je l'ai pas misé, quoi. Ah, tu n'as pas misé au final? Bah oui. Ça c'est con. Hein. Franchement, tout était aligné pour lui, hein, clairement là. On s'est voilé la face. Et oui, tout était inévitable. Non mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. À chaque fois, il faut lire au premier degré les histoires. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Mais c'est juste parce qu'il fallait pas que ça arrive en fait, parce que c'est une très mauvaise idée. C'est pour ça qu'on disait que ça n'arriverait pas. Là, c'est la mauvaise raison pour les pronostics. Ça, ouais. Bien, messieurs, j'espère que le lendemain de soirée sera meilleur, que la gueule de bois va
va pas être trop douloureuse. Pardonnez-nous d'en douter, mais voilà. Toujours est-il que on vous donne rendez-vous pour Catch Up Raw. Ce sera votre prochain rendez-vous de Catch Up, hein, votre podcast officiel des Cahiers du Catch. Vous pouvez nous suivre en audio sur PodCloud, iTunes, en vidéo sur YouTube. CDC, Catch Up CDC pour le Twitter, le Facebook, lescahiers-du-catch.com pour le site. Commentez, partagez, dites-nous ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Votre top, votre flop et votre note sur les commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vous dis salut et rendez-vous pour le prochain numéro. Merci Ringside. Merci à vous. Merci Giscal. Merci IRM, merci. Et à la semaine prochaine. Salut. Ciao tout le monde. Ciao.